Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la toute première vidéo pour le second semestre. Et aujourd'hui, on va faire un petit résumé du premier cours magistral qu'on a eu pour enfin, le cours de langage, quoi. Et donc, on commence tout de suite. Alors, la connaissance d'un mot passe par trois représentations mentales distinctes, stockées dans trois lieux distincts, interconnectés. Qu'on a une représentation phonologique d'un mot, une représentation sémantique et une représentation orthographique qui vient avec l'apprentissage de la lecture et l'écriture. Donc là, j'ai fait quelques schémas, mais je me suis un peu éloigné de Paint, tout simplement parce que c'est chiant à faire. Du coup, j'ai préféré les faire par papier comme ça, je sais pas si... Ouais, ça va, c'est lisible, je trouve. Et donc du coup, ce qu'il faut juste bien savoir, c'est bien distinguer le contenant du contenu, en fait. Donc en gros, c'est la mémoire sémantique qui contient la représentation sémantique des mots, le lexique phonologique qui contient la représentation phonologique des mots, et le lexique orthographique qui contient la représentation orthographique des mots. Pour connaître un mot, on, on doit au minimum connaître sa représentation phonologique et sa représentation sémantique. Alors, la représentation sémantique, c'est quand on donne un sens au mot, et celui-ci peut être en fait correct ou non finalement. Des fois, il y a des dérives de sens sémantique, par exemple le mot pétasse, comme on avait vu au premier semestre dans l'option de neuropsychologie cognitive. Et donc, à l'âge de 6 ans, l'enfant va principalement acquérir du vocabulaire au travers de constructions de représentations phonologiques liées à des représentations sémantiques. On appelle cela l'acquisition du langage oral. Donc, autrement dit, pour le langage oral, on n'a pas du tout besoin de représentation orthographique. Alors, à partir de 6 ans, l'enfant va acquérir du vocabulaire en mémorisant aussi son écriture, créant ainsi des représentations orthographiques. Donc, autrement dit, à partir de 6 ans, lorsque l'enfant apprend de nouveaux mots principalement par écrit, c'est à ce moment-là qu'il va du coup mémoriser, stocker les trois types de représentations possibles, orthographique, phonologique et sémantique. Alors ensuite, oui, il ne faut pas que je me perde. Le lexique orthographique va venir s'interconnecter avec le lexique phonologique et la mémoire sémantique que l'enfant possédait déjà, permettant des liaisons entre les trois différentes représentations. L'apprentissage du langage écrit passe donc par ces trois groupes. Donc autrement dit, la compréhension de ce qu'on lit passe du coup par aussi les représentations phonologiques. Donc autrement dit, si on lit un mot, ça va venir entrer par le lexique orthographique, et il va y avoir par les interconnexions une représentation sémantique qui va être activée, enfin la représentation sémantique associée, et aussi une représentation phonologique, même si elle n'est pas finalement des plus utiles, on va quand même avoir le son du mot que l'on lit qui va apparaître, qu'on lit, oui. Alors, lorsque nous entendons un son, l'entrée est phonologique. La représentation activée activera à son tour là où les représentations orthographiques et sémantiques correspondantes. Alors là, du coup, j'ai fait une petite erreur là-dessus parce que justement, c'est l'entrée phonologique. Ça va pas forcément venir activer la représentation orthographique, comme on l'a vu pour l'enfant de moins de 6 ans, ça peut venir uniquement activer la représentation sémantique correspondante. Alors, deux mots distincts peuvent avoir une représentation phonologique et ou orthographique en commun. On parle alors de homophone et de homographe. Donc, homophone, c'est quand la représentation phonologique est la même. Donc, par exemple, si je dis le mot saut, et des homographes, c'est quand ça s'écrit de la même façon. Donc, il y avait différents exemples. Donc, l'exemple des poules dans le couvent qui couvent. Donc là, en fait, c'est homographe, mais pas. Là, c'est uniquement homographe parce qu'on ne prononce pas, alors que ça s'écrit de la même façon, on ne prononce pas de la même façon. Couvent, couve. Alors pour ce qui est de la feuille de papier et par exemple la feuille d'arbre, là ces deux mots sont homophones et homographes parce qu'ils s'écrivent de la même façon et se prononcent de la même façon. Il n'y a que le sens, donc la représentation sémantique qui change entre ces deux mots. Et pour finir, comme exemple de homophone uniquement, enfin, en cours on avait donné l'exemple du sot
SEAU et SO, SOT. Et moi, du coup, j'ai changé une lettre, PO et PO. Donc là, encore une fois, il y a la même phonologie, mais pas la même orthographe, et pas non plus la même représentation pardon, sémantique. Alors ensuite, les enfants apprennent qu'il existe des relations entre l'orthographe, la phonologie et la sémantique d'un mot. Par exemple, des mots avec des nombreuses lettres en commun ont un sens commun aussi. Donc là, il y avait donné, enfin, en cours, on avait donné l'exemple du jardinier, jardinage, jardinerie. Bon, après, on peut faire un peu pareil avec plein d'autres mots. Moi, j'ai pris l'exemple de cuisine, cuisinier, cuisiniste. Donc on voit bien qu'il y a un sens commun là-dedans. Donc je rappelle, le cuisinier, c'est celui qui pose la cuisine. Alors, ils apprennent aussi que les mots sont construits à partir de morceaux venant donner un sens précis. Donc, par exemple, coiffeur, donc il y a le heure pour désigner que c'est son métier de coiffer, et défaire, donc le petit préfixe dé qui signifie qu'on fait le contraire du verbe, donc le verbe faire. Donc, ces exemples de compétences que l'enfant acquiert appartiennent aux connaissances morphologiques. Du coup, maintenant, on va passer à une partie un peu plus grosse. Là, en fait, c'était un petit peu l'introduction, quoi. Et donc là, on passe aux caractéristiques visuelles et orthographiques permettant ou perturbant l'identification d'un mot. Donc on a deux types d'effets. On a les effets du coup visio-perceptifs, qui sont un ensemble d'effets permettant de reconnaître ce que l'on perçoit comme un mot et non comme un objet quelconque. Donc autrement dit, les effets visio-perceptifs, c'est pour savoir ce que tu as en face de toi, c'est bien un mot et pas une trousse ou une télé. Euh, et du coup, oui, cette identification se fait en quelques dizaines de millisecondes. Et après, il y aura d'autres effets qu'on verra plus tard qui, eux, justement, viennent après l'identification. Ah, je sais que ce que j'ai en face de moi, c'est un mot. Alors, l'identification d'un mot passe d'abord par sa forme globale, appelée aussi enveloppe. Cette enveloppe peut être ascendante, donc par exemple le mot fête, au sens où il n'y a que des lettres, il n'y a pas de lettres qui descendent, vous voyez, il n'y a que des lettres qui montent, entre guillemets. Vous voyez, le F et le T, c'est pas en dessous de la base de la ligne de base, au niveau bah, en fait, s'il y aurait une ligne de base, ça serait ici au niveau du bas de la flèche. Et s'il y aurait une écriture inférieure à. Enfin, s'il y aurait une lettre qui passerait en dessous de cette ligne, en fait, ça serait au contraire une enveloppe descendante, donc comme parpaing, où là on voit le P, enfin les P et le G, qui passent en dessous en fait de la ligne de base, entre guillemets. Et il y a aussi des enveloppes neutres, donc par exemple le mot sous ou arme qui avait été donné comme exemple dans le cours magistral. Alors, l'identification du mot devient plus longue avec des mots écrits en majuscules, car l'enveloppe est annulée. Donc là, on voit faite par pain. Là, il n'y a plus du tout l'enveloppe ascendante ou descendante, comme vous pouvez le voir ici, écrit en minuscules. Demandant ainsi plus de ressources attentionnelles. Il peut être utile d'écrire en majuscules pour les mots importants, mais mais il faut mieux éviter de trop en utiliser pour éviter un épuisement rapide des ressources. Donc oui, c'est à utiliser avec parcimonie. Donc en gros, le mieux, c'est de mettre les mots importants en majuscules uniquement pour en fait qu'on puisse utiliser plus de ressources attentionnelles et donc plus facilement peut-être mémoriser ce mot, se souvenir de lui. Alors l'identification devient très difficile avec une altération des lettres en casse minuscule et majuscule. Donc la casse, c'est le type d'écriture en fait, donc soit écrit par exemple E en minuscule, soit en majuscule. Donc dans ce cas, l'enveloppe n'est pas annulée mais modifiée, demandant alors encore plus de ressources attentionnelles. Donc par exemple, parpaing, si on écrit l'épée et le G en majuscule, ça va faire carrément une enveloppe ascendante. Donc là, ce qui fait que la lecture du mot va être va encore plus demander de ressources attentionnelles, car c'est carrément une enveloppe différente de celle de base en fait. Donc là, on passe ensuite au petit modèle de McClellan et Rummelart en 81. Dans le modèle d'activation interactive, 3 niveaux permettent l'identification d'un mot. Donc on a le niveau trait, le niveau lettre et le niveau mot qui correspond aux représentations orthographiques. Donc en fait, c'est un peu le niveau mot, c'est là où on a le lexique orthographique globalement.
chaque trait visuel perçu, donc par exemple ça peut être des boucles, des barres, des angles, des courbes, etc., va venir activer chaque lettre du niveau contenant ce trait visuel. Donc là typiquement si on voit une barre verticale, ça peut venir activer le I, le L ou encore le T. Ensuite, chaque lettre activée va à son tour activer les mots dans le niveau mot. Donc autrement dit, des représentations orthographiques contenant la lettre. Donc par exemple, donc si on a les lettres L, I, T, ça peut venir par exemple activer le mot trésor, le mot lait, ou encore le mot irrité, par exemple. Au moment où l'on atteint le niveau mot, on ne parle plus d'effet visuel mais d'effet lexical. En effet, dès que l'on détecte des lettres, nous savons que nous avons face à nous des mots du langage écrit. Après, il y a l'exemple des acronymes. Est-ce que les acronymes ce sont des mots? Là, je ne sais pas trop. Donc, du coup, après vous avoir présenté rapidement ce petit modèle, mais bon, il est plutôt, enfin, il est dans le diaporama de toute manière. Et bien, on va finir avec des effets lexicaux, des effets orthographiques. Donc le premier effet, c'est l'effet de supériorité du mot. Donc en fait, on a une reconnaissance plus rapide des lettres. Donc par exemple, dans une consigne, on demande est-ce qu'il y a A dans ce mot-là. Donc on va plus facilement détecter la lettre A contenue dans un mot plutôt que dans un non-mot, donc ou sinon un pseudo-mot, qu'on peut dire aussi. Donc il y a l'exemple du lait, qui est un vrai mot. Le A de ce mot-là sera plus facilement détecté que dans le non-mot yalt, où en cours on avait donné tail, tail, taïel. Bah, si t'es un petit peu anglais, tu sais que tail c'est un mot anglais, tu sais ce que ça veut dire. Cet effet s'applique aussi pour des mots avec des erreurs orthographiques devenant pour le lecteur des non-mots. Donc en fait, tu fais une erreur. Par exemple, le lait, tu l'écris L-E-T. Et bien là, ça va être considéré pour le lecteur comme un non-mot. Et donc par exemple, la détection de la lettre L va être plus longue. On explique ce phénomène par l'interconnexion du niveau lettre avec le niveau mot. Donc là, c'est quand on vient en fait au petit modèle de McClellan et son copain, juste ici. Hop, du coup j'ai juste préparé en avance. Il faut pas que je me perde. Ah oui, donc deux processus existent. Donc il y a un ascendant, l'autre descendant. Donc le ascendant en fait, c'est comme on avait un petit peu détaillé juste avant avec le modèle de McClellan. Dans cette petite partie-là, on avait développé. En fait, on a les traits qui viennent activer les lettres, qui viennent activer les différents mots, les différentes représentations orthographiques présentes dans le lexique orthographique. Donc ça, c'est la phase ascendante. Et on aurait aussi une phase descendante où en fait, le mot activé dans la représentation orthographique, enfin dans le lexique orthographique, pardon, faut pas confondre les deux, j'ai encore quelques difficultés. Donc bref, le mot qui a été activé dans le lexique orthographique va à son tour venir activer les lettres dans le niveau lettres. Donc là, en fait, c'est tout simplement un processus descendant parce qu'on passe du niveau supérieur, niveau mot, au niveau inférieur, niveau lettres. Et donc, en fait, ce petit processus descendant ne serait tout simplement pas possible avec des non-mots. Parce que tout simplement, ce qu'on peut observer, c'est que le non-mot, en fait, est tout simplement absent de notre lexique orthographique. Donc de cette façon-là, à cause de cette absence, ça va moins, enfin le processus descendant va être beaucoup moins efficace et donc les lettres vont être beaucoup moins activées. Et donc par conséquent, plus lentement détectées. Et du coup, c'est en gros ce que je viens de dire, je l'ai écrit ici. Alors ensuite, on a le point d'unité orthographique. Donc là, en fait, le point d'unité orthographique, c'est à partir de quelle lettre le mot écrit devient unique dans la langue. Donc là, j'avais fait un petit exemple différent du mariage dans le cours. Donc par exemple, si je mets juste la lettre T, ça peut être plein de choses. Ça peut être trésor, ça peut être tube, ça peut être tapé, je sais pas, ça peut être énormément de mots. Si je mets TR, ça peut toujours être trésor, ça peut être triste, par exemple. Par contre, si je vous mets le TROUS, c'est à partir de ce premier S que ça, normalement, il me semble, si je me trompe pas, TROUS, bah, il n'y a que le mot trousse qui contient ces 5 premières lettres. Donc là,
la position du point d'unité peut venir impacter la vitesse d'identification du mot. Au sens où, là, c'est qu'à partir de la 5e lettre qu'on a le point d'unité orthographique. Voilà. Et donc là, après, c'est là où on part avec les saccades de l'œil. Si lors de la première saccade de l'œil, qui se pose naturellement légèrement à gauche du milieu du mot, il n'y a pas le point d'unicité, donc par exemple, si dans le mot trousse, au premier coup d'œil, première saccade, je tombe sur le mot O, bah là, on aura du coup TRO, ce qui fait que ça peut être autre chose que trousse, par exemple tronc. Une seconde saccade sera alors indispensable pour identifier le mot du second coup. Donc là, si je tombe sur le S, donc je sais que ça sera forcément trousse, demandant alors un peu plus de temps. Cette compétence de poser la première saccade de l'œil à gauche du milieu, donc en fait c'est naturellement, on va venir poser notre première saccade d'œil juste à gauche du milieu du mot. Et du coup, cette compétence est présente dès la CE1 et fait partie des connaissances implicites, au sens où on ne demande pas de mettre ta première saccade légèrement à gauche du milieu du mot. Et du coup, là, on passe au dernier effet qu'on a étudié, c'est l'effet de fréquence du mot, qu'on a aussi étudié en TD, ainsi que les deux explications qui ont été données. Bon, après, il y aura une troisième explication qu'on verra uniquement au deuxième cours magistral. Et du coup, en fait, cet effet, c'est tout simplement que les mots courants sont plus rapidement reconnus que les mots rares, quelle que soit en fait la longueur du mot. Donc par exemple, un mot long mais fréquent sera plus facilement reconnu qu'un mot court mais rare. Alors le problème c'est qu'il existe deux types de fréquences. On a la fréquence objective, donc en fait elle est calculée à partir de corpus, tout simplement, corpus de textes qui sont un peu représentatifs euh, du vocabulaire utilisé couramment dans notre langue. Typiquement, il y avait le site qu'on nous a donné en TD, c'était lexique.org pour tout simplement connaître la fréquence objective d'un mot dans notre langue. Alors il ne faut pas la confondre avec la fréquence subjective, même si les deux sont corrélés, car la fréquence subjective, c'est tout simplement la familiarité du mot pour le sujet. Donc malgré que les deux soient corrélés, des mots auxquels le sujet est familier peuvent être objectivement rares. Donc en fait, ça peut être typiquement l'expertise dans un domaine, et là, en cours, on avait donné l'exemple de l'amorçage. L'amorçage, c'est un mot c'est un mot peu fréquemment utilisé dans le langage courant, entre guillemets, alors que nous, qui sommes en licence de psychologie, on voit ce mot plus souvent que la moyenne, entre guillemets, et ce qui fait que pour nous, ce mot devient beaucoup plus familier. Et donc pour nous, euh, le mot amorçage sera plus rapidement reconnu que pour des personnes qui font, par exemple, une autre licence qui n'a rien à voir avec la psychologie. Et donc pour ça, il y a deux explications. Donc le premier, c'est le seuil d'activation très faible. Euh, on aura une sorte de seuil d'activation où il faudrait des informations qui viendraient s'empiler jusqu'à atteindre un certain seuil d'activation qui fait que hop, le mot est reconnu. En fait, le seuil serait très bas, plutôt très faible, car tout simplement le mot courant est souvent utilisé. Donc en fait, ce seuil est souvent excité, ce qui fait que son seuil diminue en fait, par la fréquence d'exposition du coup. Et donc il est du coup facilement de nouveau excitable. Ce qui signifie qu'en fait, globalement, on a besoin de peu d'informations pour activer les mots familiers. Donc là, la première explication, je l'ai mise, hop, on va juste se sauver d'ici. Je l'ai mise ici. Hop, pardon pour le bruit. Du coup, la première explication est juste ici. Au sens où, ce qu'on voit, c'est qu'avec la fréquence d'exposition, on a un seuil d'activation qui est plus faible, beaucoup plus bas. Donc on a besoin d'empiler peu d'informations, je vois ça un peu de cette façon schématiquement, on a besoin d'empiler peu d'informations pour hop, activer le mot fréquent, comparé au mot peu fréquent, il faut plus d'informations, donc là typiquement 3 cases au lieu d'une, pour venir activer ce mot. Donc là après, pour l'instant on se concentre juste sur la partie de gauche.
Alors après, il y avait une deuxième explication, autre que cette différence de seuil, un seuil qui est plus facilement acceptable que l'autre. Il y a une autre explication qui est tirée du modèle des logogènes de Morton en 69. Alors je dois vous avouer un truc, c'est que Morton, première fois que j'ai entendu ce nom, enfin en cours, j'avais l'impression que j'avais déjà entendu ce mot, en fait, de ce nom. Simplement parce que Morton, si vous aussi vous aviez un peu le doute, Morton c'est aussi un personnage, c'est lui. Voilà, c'était l'instant Nintendo. Et du coup, son petit modèle, c'est tout simplement avec des logogènes qui viendraient en fait compter euh, les appariements qu'il y a entre ce qu'on perçoit et le mot lié au logogène. Donc pour ça, eh ben, j'ai encore fait un autre schéma pour un peu venir simplifier ce bazar. Où typiquement, on imagine que chaque logogène est associé à un mot. Donc par exemple, on a Boubou et Rammstein. Donc là, chaque mot, non, chaque logogène, pardon, va compter les appariements avec ce qu'on perçoit. On peut le percevoir de manière auditive ou de manière visuelle si c'est écrit. Donc par exemple, si de façon phonologique, je vous dis bou, vous voyez qu'entre bou et Rammstein, il n'y a vraiment aucune correspondance. Donc là, on est sûr que ce mot-là ne va pas être choisi par le traitement cognitif. Après, on a bou, B-O-U-T et bou, B-O-U-E. Ils ont la même quantité d'indices au niveau phonologique, ils sont au même point. Donc là, maintenant, si vous n'avez pas l'accès à l'orthographique, ce qui va compter, c'est le sémantique. Donc le sémantique, c'est typiquement la phrase dans laquelle il y a le mot boue. Par exemple, si je dis je suis tombé dans la boue, là, on va avoir des indices sémantiques dans cette phrase, traités par le traitement cognitif, qui va venir suggérer que ça serait plus boue, B-O-U-E. Donc à partir de ces indices qui peuvent être phonologiques, orthographiques et sémantiques, c'est à ce moment-là, tout simplement en choisissant le logogène avec le plus d'appariements, que le traitement cognitif va choisir le mot associé à ce logogène, avec en fait le compteur le plus élevé globalement. Donc ça c'est pour faire un peu rapidement euh, le modèle des logogènes de Morton en 69. Et du coup, quel est le lien entre les logogènes et l'explication de la fréquence du mot? C'est qu'en fait les mots familiers auraient un seuil permanent de repos. Donc autrement dit, il serait jamais au niveau zéro, euh, il serait toujours un petit peu activé en fait, permettant de s'activer plus rapidement grâce à cette avance du logogène. Donc en fait, là justement, c'est la deuxième partie, c'est que je schématise comme ça pour que ce soit un peu plus clair pour moi et peut-être pour vous aussi. Donc tout simplement, hop, ici en fait, on aurait un certain seuil de repos qui ne serait pas au niveau zéro. Donc c'est-à-dire que globalement, pour les compteurs, donc les logogènes qui comptent le nombre d'informations correspondantes à leur mot associé, ils ne commenceraient en fait les logogènes associés à un mot familier ne commenceraient pas à zéro, quoi. Ils auraient déjà une avance en fait, comparé à un mot non familier qui commencerait ici depuis le début. Ce qui viendrait signifier qu'il faudrait moins d'informations pour venir exciter le seuil qui pourtant à la base est au même niveau. Donc là, j'espère que là, ce schéma vous permet de bien dissocier les deux explications qui se ressemblent au sens où les deux disent que pour les mots familiers, il y a besoin de moins d'informations pour l'activer. Mais pas pour la même raison en fait. Hop. Et donc voilà, c'est tout, je crois que oui, nous avons fini. Donc j'espère que ce premier résumé vous sera utile. Et j'espère aussi que les schémas sous forme papier vous plaisent tout autant que le Paint, parce que c'est vrai que le Paint c'est un peu compliqué à faire, c'est un petit peu... Je crois que j'ai donné à gauche pour ce, pour ce logiciel. Du coup, c'est tout pour ce premier résumé, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.